Donc, bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci d'être venus pour cette petite conférence qui sera, sur le thème du jeu de rôle. Donc, déjà, on va commencer par un truc très simple, c'est-à-dire définir et présenter ce qu'est le jeu de rôle. Parce que, de toute évidence, tout le monde n'est pas au courant ou ne connaît pas, donc ça me semble essentiel. Et avant même de définir tout ça, je précise que je vais majoritairement parler dans cette conférence, du jeu de rôle papier, enfin ce qu'on appelle le jeu de rôle papier. J'expliquerai plus en détail ce que c'est, mais il existe beaucoup de variantes du jeu de rôle que j'évoquerai un peu plus tard dans la conférence. Mais là, je vais aborder, le jeu de rôle sur table qui est le jeu de rôle le plus populaire et le plus joué, au travers du monde. Donc, pour parler de ce jeu de rôle sur table. Déjà, pour un jeu de rôle, forcément, il faut des joueurs. Donc bon, j'ai pris cette image pour représenter un petit peu ce qu'est le jeu de rôle, je vais faire apparaître les différents points. Donc bien évidemment, comme dit, pour jouer au jeu de rôle, il faut des joueurs. Bon, c'est important, on est d'accord, jusque-là tout va bien. Et en fait, chacun de ces joueurs va interpréter un personnage, un protagoniste dans une aventure. C'est-à-dire que, comme, l'indique le titre, chaque joueur va avoir un rôle qui va être représenté par un personnage quelconque et donc du coup, il va l'interpréter dans ce jeu. Pour aider l'interprétation de ce personnage, celui-ci va être défini par une fiche de personnage. Donc, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir devant lui une feuille sur laquelle va être décrit son personnage. On va avoir toutes les informations le concernant, donc sur son les caractéristiques physiques, donc s'il est grand, petit, si il a les cheveux bruns ou blonds, etc. Et on va également avoir, les déterminations de ses caractéristiques, mentales, physiques et cetera, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire. Et en fait, dans ce type de jeu, il faut savoir qu'on le joueur a la possibilité de faire plus ou moins ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, effectuer toutes les actions qu'il souhaite, mais pour ça, il va être limité par la caractéristique de son personnage. C'est-à-dire que celui-ci, ne n'est pas capable physiquement de faire tout. C'est-à-dire qu'admettons que quelqu'un joue moi en tant que personnage, je veux bien essayer de soulever une voiture, mais je risque d'avoir du mal. Donc pour ça, en fait, les personnages vont avoir des caractéristiques qui vont être chiffrées et pour savoir s'il va réussir ou non son action, il va faire un jet de dés. Donc du coup, c'est le jeu de rôle, sur table se joue majoritairement donc avec des jets de dés pour déterminer si une action est une réussite ou non. Pour ça, on va prendre un exemple très simple, parce que bon, je me doute que pour les non-initiés, ça peut être un peu spécial, mais par exemple, admettons, on prend, un personnage qui serait un barbare, un guerrier. Donc, on va juger sa force sur, une caractéristique qui sera par exemple comprise entre 0 et 100. Donc admettons, c'est un barbare, donc il est très fort, on va dire il a 75. Et donc du coup, on va lancer un dé 100. Bon, je reviendrai un petit peu sur la dénomination de dé 100 un peu plus tard, hein, mais pas de souci. Et en fait, si on fait une valeur en dessous de 75, donc entre 0 et 75, on considère que le personnage réussit son action. Admettons par exemple qu'il essaie d'enfoncer une porte, s'il fait en dessous de 75, il l'explose d'un grand coup d'épaule, sinon il explose son épaule sur la porte, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est la partie majoritaire des joueurs. Mais ces joueurs-là, ils ont leur personnage, mais il faut un monde dans lequel ils vont évoluer. Et pour ça, on a un autre type de joueur, d'une certaine manière, qui sera le maître du jeu ou le narrateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va mettre en place le décor, l'histoire dans laquelle vont avancer, vont progresser les joueurs. Si on compare ça à un livre, par exemple, on pourrait, dire que donc le maître du jeu, c'est le narrateur et les joueurs sont les protagonistes de l'histoire. C'est-à-dire que mais à la différence d'un livre, les protagonistes vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, bien évidemment, en général, le maître du jeu va avoir un scénario, c'est-à-dire qu'il va essayer de guider les joueurs vers, une trame scénaristique précise, plus ou moins précise, hein, parce que les joueurs feront toujours quelque chose d'inattendu, hein, c'est une règle d'or dans le jeu de rôle. Et en fonction de ce qu'ils vont leur faire et cetera, l'histoire va se dérouler de façon, plus ou moins intéressante ou bien, tout simplement, en fonction de ce qu'avait prévu le maître du jeu. Et le maître du jeu, comme outil dirons-nous, pour, heu, pour rendre une histoire intéressante, il va avoir différents points. Il va avoir notamment, des intrigues et des antagonistes. C'est-à-dire que c'est le maître du jeu qui va gérer tout ce qui se passe autour. Et notamment, ce qui est un point assez important, ça va être tous les personnages que les joueurs vont pouvoir rencontrer. C'est-à-dire qu'au cours dans un livre, par exemple, il y a les protagonistes, mais il y a tous les personnages secondaires et même, tertiaires et ainsi de suite.
Et bah, c'est le maître du jeu qui va gérer tous ces personnages-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va les faire intervenir, faire interagir avec, les joueurs et cetera. Et donc, faut savoir aussi donc, dans le jeu de rôle, il y a une sorte de petite, partie, on va dire, théâtre d'improvisation. C'est une comparaison qu'on utilise en général. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des interactions sociales entre les joueurs et les personnages qui sont, interprétés par le maître du jeu, et beh, il va y avoir une réelle discussion qui va être faite entre, les différents joueurs. Et pour ça, bah, va falloir forcément un petit peu improviser les dialogues, réagir à ce que va dire le maître du jeu et ainsi de suite. Donc, comme dit, ça fait une sorte de théâtre d'improvisation. Donc voilà un petit peu pour, qu'est-ce que le jeu de rôle. Donc ensuite, pour pouvoir progresser, dans cette conférence, je vais vous proposer un petit lexique des termes qui sont, assez employés, dans le jeu de rôle pour que si jamais je les emploie à l'avenir, bah, vous sachiez de quoi je parle, ce qui peut être assez important. Déjà, premier point, le JDR. Il a une abréviation, enfin le jeu de rôle, du coup, il a une abréviation qui se dit JDR. Il est très possible que je l'emploie, voire même que je l'ai déjà employé avant sans le vouloir. Mais voilà, si jamais, sachez-le, si je dis JDR, considérez que c'est le jeu de rôle en général. Donc c'est le thème de cette conférence. Ensuite, un deuxième thème qui peut arriver, c'est, le maître du jeu, donc que je vous ai expliqué précédemment, hein, donc le narrateur qui a l'abréviation MJ. Donc c'est-à-dire que si j'utilise ce terme, sachez-le, c'est le maître du jeu. Ensuite, on va avoir les joueurs et leurs personnages, plus précisément, qui sont donc les personnages joueurs, donc ils vont être définis comme les PJ. Donc là, en gros, là, on retrouve vraiment les 2 catégories de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a le maître du jeu et les personnages joueurs. C'est les 2 catégories qu'il y a. Ensuite, on retrouve tous les personnages qui sont interprétés par le maître du jeu, qui vont être appelés PNJ. Donc c'est les personnages non joueurs. Bon, c'est des termes qu'on retrouve aussi dans les jeux vidéo, hein, pour ceux qui sont déjà un peu plus amateurs. Donc voilà, donc si jamais donc tous les personnages qui seront interprétés par, le MJ seront des PNJ, hein, voilà, comme ça, c'est simple. Ensuite, il y a tous les termes, de D6, D10, D20, D100 que j'ai pu employer tout à l'heure. Il faut savoir que dans le jeu de rôle, donc là je vous ai, mis, via ce petit dessin des exemples, il existe, beaucoup de types de dés différents. Notamment donc enfin, bah, là, si je les énonce un peu tous, il existe, des D4, des D6, des D8, 10, 12, 20 et il existe même des 24 et des 30, mais bon ceux-là, autant dire qu'ils ne sont que très, 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 très rarement utilisés. Mais voilà, en général, s'il y a des abréviations qui sont écrites, on écrit juste D avec la valeur du dé derrière. Et donc en fait, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ces dés permettent de résoudre une action. Et en fait, en fonction des systèmes de règles, il existe beaucoup de systèmes de règles différents, donc je ne vais pas en faire le tour parce que sinon j'en ai pour une éternité. Mais par exemple, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il peut très bien se transcrire sur un système de D20, c'est-à-dire qu'une caractéristique va être, comprise entre 0 et 20. Donc tout à l'heure, j'ai donné 75 de force à mon barbare, admettons, là, bah, il aurait 15 sur 20. Et donc du coup, sur le D20, il faut faire 15 ou moins. Pour le D100, faut savoir qu'il n'existe pas de dés à 100 faces. Enfin, si, il y en a qui se sont amusés à en faire, mais bon, l'intérêt, les chiffres, ils sont écrits tout petits ou alors le dé, il est extrêmement gros. Mais il existe en fait la possibilité tout simplement de prendre 2 dés 10. L'un des dés 10 va représenter les dizaines et l'autre les unités. Ce qui fait que, bah, au final, ça vous fait une valeur entre 0 et 99 ou entre 1 et 100. Ça dépend des jeux de rôle. En général, c'est entre 1 et 100. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est des dés. Ensuite, on arrive à un autre terme qui est assez utilisé, dans le jeu de rôle, c'est, les réussites et les échecs critiques. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du barbare qui essaie d'enfoncer la porte. S'il fait en dessous de 75, il réussit, donc il enfonce la porte. S'il fait au-dessus, il échoue et il ne réussit pas à enfoncer la porte. Mais il y a moyen de réussir ou d'échouer encore mieux ou pire du coup. Et là, l'exemple que je donnerais, si on donne un exemple de la vie quotidienne, bah, par exemple, un échec critique, c'est par exemple le matin, vous préparez votre café, vous attrapez votre tasse de café, elle vous glisse des mains, elle s'explose au sol par terre. C'est ce qu'on pourrait appeler un échec critique. Bon, évidemment, dans les jeux de rôle, on fait pas de jet de dés pour un truc aussi simple que prendre sa tasse de café. Donc du coup, si on reprend l'exemple du barbare, s'il fait un échec critique en tentant d'enfoncer sa porte, il va tout simplement s'exploser l'épaule et probablement perdre des points de vie. À l'inverse, une réussite critique, c'est quand on réussit admirablement bien quelque chose. Donc là, bah, je vous laisse,
imaginez, tout ce que vous voulez, hein, mais par exemple, si on reprend toujours ce même exemple, hein, on va rester sur le même jusqu'à la fin de la conférence. Bah, le barbare, il regarde la porte, il lui met un vague coup de pied et coup de chance, il y avait un adversaire qui était de l'autre côté, bah, il lui encastre le pif, dans la porte au passage. Ça fait d'une pierre deux coups, c'est gratuit. Donc voilà, donc ça c'est un terme qui est assez employé. Ensuite, un autre terme assez important, c'est le roleplay. Donc le roleplay, en fait, ça va être, la façon dont les joueurs vont interpréter leur personnage. C'est-à-dire que, bah, en fait, on reprend un petit peu la partie théâtre que j'ai évoquée tout à l'heure. En fait, le roleplay, c'est quand, le joueur va interpréter son personnage, le faire parler ou le faire agir de telle ou telle manière. Ça va représenter, en fait, sa manière de jouer son personnage. Donc ça, c'est le roleplay, si jamais je suis amené à utiliser ce terme. Et ensuite, un dernier terme que là j'ai mis plus pour le côté rigolo parce que je l'aime bien, c'est le terme TGCM, qui veut dire tout simplement «ta gueule, c'est magique». Ce terme-là est employé en général dans une situation où le MJ n'a pas envie de s'expliquer pour une raison X ou Y, et donc du coup, plutôt que de donner une explication aux joueurs, bon, en général, on l'utilise plutôt quand les joueurs sont chiants et qu'ils décident d'insister sur un truc, sur lequel on n'a pas envie de passer une heure, le petit TGCM, ça passe tout seul. Donc voilà un petit peu pour le jeu de rôle, un peu les termes utilisés. Maintenant, on va évoquer, l'histoire du jeu de rôle. Donc avant d'évoquer l'histoire du jeu de rôle, on va essayer de repartir même encore un petit peu plus loin pour, les origines. Les origines du jeu de rôle donc viennent à la base de ce qu'on appelle les wargames. Donc les wargames, en fait, c'est un jeu, de guerre évidemment, un war, on retrouve le mot, dans lequel, des joueurs vont, s'affronter avec, des figurines, pour représenter un combat. Donc, c'est en général une guerre où par exemple, il existe des reproductions des guerres, de napoléoniennes, mais avec des figurines pour représenter les soldats et ce genre de choses. Donc ça existe depuis très longtemps, sauf que en général, c'était réservé aux personnes, bah, haut placés, c'était les généraux pardon, les générales, quelle hérésie! Les généraux pardon, c'était réservé donc éventuellement à la noblesse, hein, si on repart très, très loin et ainsi de suite, et il faut savoir qu'en 1913, il commence à être établi, des règles de wargame pour ouvrir un peu plus aux amateurs. Dans le sens où en fait, le style du jeu se popularise. Il y a des gens qui vont développer des règles pour un peu les offrir à tout le monde. Bon après, il faut savoir que les wargames, bah, que ce soit en 1913 ou encore aujourd'hui, ça coûte cher parce que faut acheter des figurines, parce que faut acheter des décors, faut acheter machin, il y a des règles et cetera, donc bon, c'est sûr, ça reste pas donné, donc c'est peut-être pas accessible à tout le monde, je dirais, même si bon, j'ai envie de dire, tous ceux qui veulent y jouer, vous pourrez y jouer. Après, il y aura peut-être des moyens détournés de s'y plonger, mais voilà. Donc du coup, à cette époque-ci, en 1913, le wargame devient quelque chose d'un peu plus populaire. Ensuite, on va avancer un petit peu dans le temps, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit trou dans la chronologie, parce que sinon ça prenait trop de place. Où on arrive dans les années 60-70 dans lesquelles, on retrouve bah, c'est l'époque à laquelle le wargame était vraiment le plus populaire. C'est un truc qui s'est diffusé un petit peu partout et c'est quelque chose qui est devenu assez populaire à l'époque et qui s'est très bien vendu. Et donc du coup, à cette époque, quand on a commencé, bah, forcément les années 60-70, sont passés par là, Tolkien et donc Le Seigneur des Anneaux, et donc du coup, il y a des gens qui se sont dit: «Bah, du coup, c'est vachement bien les wargames, mais est-ce qu'on peut faire la bataille de Waterloo, mais est-ce qu'on pourrait pas faire la bataille du champ de Pelennor, du Seigneur des Anneaux?» Et ben, il y a des gens qui se sont dit: «Oui», et donc du coup, dans les wargames, on a commencé à avoir, des figurines représentant des créatures fantastiques, que ce soit des nains, des elfes, des dragons et ainsi de suite, et donc ainsi, heu, fut créé, Chainmail. Donc Chainmail qui veut dire, code de maille en anglais, hein. Qui est donc un jeu de wargame dans lequel on retrouve toute cette notion, bah, d'heroic fantasy, de ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Donc c'est, bah, tout un peu, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est clairement de l'heroic fantasy. Mais bon, c'est tout ce qui recèle des créatures fantastiques, de la magie et cetera. Donc ça, c'est d'une certaine manière le prédécesseur de Donjons& et Dragons. Bon, on va y venir juste après, mais c'est l'un des premiers jeux de rôle évidemment.
et donc du coup, à cette époque, comme dit, en 1968, on commence à avoir ce jeu, Chainmail, qui est, développé et qui va amener un peu toute cette notion de fantastique et après ça, comme dit, bon, après ça, quand même, quelques années après, en 1974, parut, le jeu de rôle, Donjons& et Dragons. Donc on dit, enfin, pour la plupart des rôlistes, c'est le premier jeu de rôle en tant que tel, même si, en fait, il gardait une notion de wargame. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle Donjons& et Dragons, les joueurs incarnaient effectivement un personnage seul, plutôt que dans les wargames où on avait une armée. Mais, à la différence que enfin, il y avait toujours cette notion de plateau de jeu. Donc en général, dans les premiers jeux de rôle, notamment Donjons& et Dragons, on avait un plateau de jeu, des figurines quand même qui représentaient les héros, interprétés par les joueurs et le maître du jeu avait lui-même ses figurines pour représenter, bah, les adversaires des joueurs. Donc voilà, donc là, c'est là où on a donc le premier, enfin, on va dire le premier jeu de rôle, c'est ce qui est, plus couramment appelé comme ça, mais à l'époque, ça reste quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que les règles sont velues, elles sont pas toujours claires, il y a des choses qui manquent. C'est c'est un début. Donc mais du coup, forcément, il manque des trucs. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir tendance un petit peu à créer leurs règles, à les adapter et cetera et c'est pas ça a pas forcément la popularité que ça peut avoir aujourd'hui. Un an après, en 1975, sort un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Tunnel et Trolls. Donc Tunnel et Trolls, donc en fait quand il est sorti, il avait pour but de devenir une version simplifiée de Donjons& et Dragons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que Donjons& et Dragons, c'était compliqué, c'était pas amusant, il y avait beaucoup de règles, à apprendre et cetera. Donc du coup, ils ont décidé de simplifier tout ça, de faire un jeu de rôle qui soit à la fois simple, qui soit énergique, qui se joue rapidement, qui soit pour certains plus amusant, même s'il y en a beaucoup qui s'amusent justement avec les règles complexes, bah, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc du coup, ils ont décidé, enfin, il y a un groupe qui a décidé de former, ce système-là. Donc en fait, on retrouve entre, Donjons& et Dragons et Tunnel des Trolls, on a d'un côté la complexité, de l'autre côté, l'accessibilité, le souci des détails contre la jouabilité et la facilité et d'un autre côté d'un côté la simulation et d'un autre côté, vraiment l'amusement. Donc là, c'est là que dans le jeu de rôle, on retrouve vraiment les 2 opposés. Vraiment, les jeux de rôle, ils sont très complexes avec des règles pointilleuses qui permettent d'être précis et les jeux de rôle un peu plus basés sur l'amusement, la détente et on roule sur le jeu de rôle. Ensuite, donc on va toujours un petit peu progresser. 2 ans plus tard, en 1977, nous avons le jeu de rôle Travelers qui sort à peu près au même moment que Star Wars et donc du coup, Travelers est l'un des premiers JDR de science-fiction et forcément à l'époque, bah, vu qu'il y a sorti Star Wars, bah, il devient très vite assez populaire et donc du coup, ça donne, toute une nouvelle branche du jeu de rôle qui se développe, donc avec ce côté science-fiction, alors qu'avant c'était quasiment que de l'heroic fantasy au niveau du jeu de rôle. Voilà, donc on arrive à un point assez important et ensuite, 2 ans plus tard toujours, on avance par période de 2 ans, c'est assez pratique. On arrive donc en 1979 où il arrive quelque chose d'assez, dirons-nous, dramatique. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y a quelque chose qui se passe. Aux États-Unis, en l'occurrence, il y a un jeune étudiant qui, fugue et en laissant derrière lui une lettre, de suicide. Alors je sais, c'est pas très heureux, mais il y a une suite à tout ça, dans laquelle on retrouve des notes confuses, notamment liées aux jeux de rôle et cetera. Mais les notes sont pas claires et via l'enquête ainsi que des journalistes pas trop scrupuleux, les résultats de l'enquête amènent au fait que, bah, si ce jeune homme a commencé à partir en vrille et ben, c'est à cause du jeu de rôle. Donc il est retrouvé, heureusement, il est pas passé à l'acte, mais à cette époque-ci, du coup, les médias s'empressent de prendre, l'affaire et à répandre le truc comme quoi les jeux de rôle seraient la cause du virement de cet enfant et le problème, c'est que du coup, de plus en plus de cas apparaissent avec des gens qui vont, au moindre problème de leur enfant, dire: «Ah, c'est parce qu'il joue au jeu de rôle, donc c'est la faute du jeu de rôle». Aujourd'hui, on connaît ça, bon moins encore, mais il y a quelques années, c'était totalement le cas avec les jeux vidéo. Mais à cette époque, du coup, bah, le jeu de rôle était devenu
le bouc émissaire, du moindre, problème qui arrivait, à la jeunesse et notamment là, c'est une affiche que je vous ai mis donc qui vient d'une association qui s'appelait, Bothered About Dungeons and Dragons qui est, donc, avertie, vis-à-vis de Donjons& et Dragons où en fait, ils proclamaient que globalement le jeu de rôle et notamment Donjons& et Dragons était quelque chose de dangereux pour la jeunesse qui pouvait amener à des problèmes et c'est quelque chose qui a duré quand même pendant très longtemps. Donc pendant très longtemps, le jeu de rôle a eu une très mauvaise réputation et forcément a été mis un peu de côté. Malgré ça, en 1981, on retrouve, la publication d'un nouveau jeu de rôle qui persiste encore aujourd'hui et qui est très joué, qui est le jeu de rôle Cthulhu. Donc Cthulhu, pour ceux qui connaissent pas, ça vient du romancier Lovecraft qui a fait des livres d'horreur. Et en fait, à cette époque-ci, il y a des gens qui aimaient beaucoup les bouquins et qui se sont dit: «On va en faire un jeu de rôle» et donc du coup, c'est ainsi qu'est apparu, le jeu de rôle Call of Cthulhu qui, encore aujourd'hui, est quasiment le seul de son genre. C'est-à-dire que les jeux de rôle d'horreur sont extrêmement rares. Donc, comme je disais, malgré ça, le jeu de rôle a toujours une mauvaise réputation, mais bon, il continue évidemment à survivre, hein. C'est comme les jeux vidéo, c'est pas parce que, il y a eu des gens pour, cracher dessus que ça s'est arrêté d'un coup et heureusement, en 1900 dans les années, de 1987 à 1990, il y a des gens qui ont commencé à faire des études, à regarder un peu plus près, tous ces différents cas et cetera et qui ont démontré que le jeu de rôle n'était absolument pas la source des différentes déviances qui avaient été détectées chez certains adolescents et que ça a été juste un élément de facilité pour dire: «Bah, écoutez, c'est la faute du jeu de rôle» et puis c'est tout. Et donc du coup, c'est à partir de cette époque où notamment, l'association dont j'avais parlé, Bothered About Dungeons& and Dragons se fait, progressivement, démonter sur des arguments, liés à des études, donc quelque chose de concret. Et donc du coup, ça permet à cette époque-ci de redorer un petit peu le blason, du jeu de rôle. Mais il faut savoir que la France, elle, a été un peu en retard. C'est-à-dire que tous les événements dont j'ai parlé juste avant se passent aux États-Unis. Mais en France, en 1994, eh ben, il y a un événement un peu similaire qui survient. C'est-à-dire que, il y a, un peu à la manière de l'autre, il y a un étudiant, qui donc, a mené a commis quelques actes. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est, hein, pour être honnête, mais en gros, vu qu'on a retrouvé qu'il faisait du jeu de rôle et qu'il y avait, quelques liens avec ça, notamment dans ce qu'il avait fait, et ben, on a tout de suite mis ça sur le dos du jeu de rôle et ça a recommencé, la même chose qu'aux États-Unis, mais en France. Bon, ça a fini par se tasser, 2-3 ans plus tard, hein, comme je dis en 1997, ça a fini par, vraiment totalement disparaître, notamment avec la création de la FFJDR, c'est-à-dire la Fédération française du jeu de rôle. Et à partir de là, bon après le jeu de rôle a continué un petit peu à exister et cetera. Donc du coup, bon, je vais pas dire qu'il se passe plus rien à partir de là, mais à partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de types de jeux de rôle qui ont été développés et cetera et ce serait très long d'en parler. Et donc du coup, je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'histoire du jeu de rôle, parce qu'on a fait le tour des points importants. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé du jeu de rôle, papier, on a parlé de l'histoire du jeu de rôle, je vais faire un petit tour quand même des variations du jeu de rôle. C'est-à-dire que je vous ai dit que le jeu de rôle papier, c'était l'un des types, mais il en existe, d'autres types de jeux de rôle. Donc c'est-à-dire qu'on a le jeu de rôle sur table, où on retrouve donc le maître du jeu avec les joueurs, leurs fiches de personnages, leurs dés et le maître du jeu qui décrit son histoire. Mais il existe également des jeux de rôle grandeur nature. Donc les jeux de rôle grandeur nature, c'est quelque chose dans lequel, en fait, les, joueurs vont, interpréter entre guillemets «réellement» leur personnage. Bon, bien sûr, on va mettre des guillemets autour de «réellement», hein, parce qu'évidemment, pour ceux qui interprètent un magicien, ils ne savent évidemment pas invoquer de boule de feu. Mais, dans les jeux de rôle grandeur nature, les joueurs vont enfiler un costume qui vont représenter leur personnage. Il va y avoir des décors qui vont être installés pour une certaine immersion dans le jeu
Il va y avoir, des interactions donc entre les différents joueurs, c'est-à-dire que, ben, on va discuter avec les autres joueurs comme si, bah, ils étaient leurs personnages également. Donc, il va y avoir toute une dimension un peu différente. Moi, personnellement, je trouve ça, très, très intéressant. Ça permet un petit peu, bah, je parlais de théâtre d'improvisation tout à l'heure, là, c'est le level au-dessus. Vous êtes votre personnage et un dernier point que j'ai indiqué ici, les combats simulés. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle grandeur nature, il arrive très souvent, ou enfin très, très souvent même, qu'il y ait des combats. Forcément, ça arrive, hein, je veux dire, en l'occurrence, on parle d'un jeu où enfin, que ce soit la plupart des jeux de rôle, c'est de l'heroic fantasy, mais on voit le Seigneur des Anneaux, par exemple, bah, il y a des combats. Et donc forcément, il y a des gens qui se sont posés la question, bah, comment on fait pour simuler un combat? On va pas jeter des dés, au milieu d'un jeu de rôle grandeur nature, ça briserait totalement l'immersion. Du coup, il y a des gens qui se sont dit: «Bah, on va faire un truc, on va prendre des armes, mais on va faire des armes factices». Des armes qui sont, en l'occurrence, en une espèce de mousse et bon, il y a évidemment une tige, au milieu pour enfin avoir quand même une arme qui tienne la route. Mais avec ça, c'est des armes qui permettent de taper sur les gens, mais sans leur faire mal. Bon, évidemment, si on tape comme un bourrin, on finit forcément par faire mal. Mais il y a des règles qui sont établies, bon, notamment pas taper toutes ses forces, hein, ça n'a aucun intérêt. Pas viser, ni le visage ni les parties sensibles évidemment et également pas de coup de pointe. Parce que comme je l'ai dit, vu qu'il y a une tige dans l'arme, bah, effectivement sur un coup de pointe, ça peut faire très mal. Donc là, en l'occurrence, on a que des coups de «tranchant» entre guillemets, hein, étant donné que ça tranche pas, qui vont être portés avec ces armes mais bon en général, bon c'est une touche va enlever un point de vie ou va handicaper le membre qui est touché, ça dépend un peu des jeux. Et bon, après, quand il y a des armes à feu, bah, ça va être en général par exemple, des nerfs qui vont être reconvertis qui vont être un peu grimés, qui vont être peints ou autres pour ressembler, au thème, associé et bah, comme ça permet de tirer sur les gens avec des balles enfin avec des ouais, c'est des balles en mousse, enfin, c'est pas des balles, c'est des munitions en mousse. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du jeu de rôle grandeur nature, sachant qu'en général, là-dedans, on n'a pas un maître du jeu, mais on en a plusieurs, parce qu'il faut des organisateurs pour un peu gérer, tout ce qui va se passer, l'intrigue, les événements qui vont arriver et cetera. Ensuite, on va passer sur une autre variation du jeu de rôle, qui sont, assez proches du jeu de rôle grandeur nature, mais qui ont une particularité en plus. Ce sont les murders. Donc les murders, ce sont des jeux qui vont se durer sur, enfin qui vont en général se passer sur une durée plus courte. C'est-à-dire qu'un jeu de rôle grandeur nature, ça peut durer très longtemps. Il y a des jeux de rôle grandeur nature qui se font sur une semaine parfois. Bon, en général, c'est plus à faire d'un week-end, parce que, bah, faut que tout le monde soit disponible et c'est toujours un peu la complexité de la chose. Mais il y en a qui existent, sur de plus longues durées. Les murders, à contrario, c'est plus généralement une petite soirée. Ça va être 3-4 heures, peut-être 5 si ça en fonction de l'histoire qui est prévue. Et donc là, en fait, c'est un jeu de rôle grandeur nature qui va commencer par un meurtre. C'est-à-dire que quelqu'un a été tué et donc du coup, les différents joueurs vont devoir, pour certains, élucider le meurtre, pour d'autres, bah, notamment le meurtrier, s'arranger pour ne pas être accusé et certains vont également aussi avoir des rôles enfin des objectifs un peu plus, spécifiques et c'est là qu'on a vraiment une grosse différence avec le jeu de rôle grandeur nature. Le jeu de rôle grandeur nature, alors certes, la plupart des personnages ont des objectifs, mais en général, ils en ont un ou 2 qui sont, très large. Alors que dans le jeu de rôle, enfin dans la Murder, on va avoir des objectifs plus précis et des choses à faire dans la soirée et vu qu'on a moins de temps, c'est aussi logique qu'on ait, plus de détails sur ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que notre personnage, on va connaître notre personnage, son histoire, on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort et bah, par exemple, il faut essayer de trouver qui a fait ça, mais il faut aussi, s'arranger pour que ou alors certains doivent faire accuser quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et à la même manière que pour le jargon dans la nature, bah, les gens sont costumés, on va avoir un environnement qui est aménagé. Bon, en général, c'est quelque chose du coup qui se fait à plus petite échelle, donc on va avoir moins de joueurs, c'est un peu plus facile à faire, c'est un peu plus convivial aussi, c'est un peu différent. Voilà, ça c'est les 2 gros types, on va dire de jeux de rôle grandeur nature. Ensuite, il y a une autre variation que je souhaitais évoquer, qui est un peu particulière, c'est, les livres dont vous êtes le héros. Donc le livre dont vous êtes le héros, ce sont des romans qui sont parus, dans lequel en fait, bah, vous allez au fur et à mesure que vous lirez le bouquin, le bouquin est écrit, enfin comme si un maître du jeu racontait l'histoire et le livre va vous demander de faire des choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des paragraphes qui décrivent des actions, quelque chose qui se passe et à la fin du paragraphe, vous allez avoir quelque chose qui est écrit en mode, bah, si vous souhaitez faire ça,
rendez-vous à la page, 70. Mais si vous souhaitez faire ça, rendez-vous à la page 230 et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer, bon, vous allez tourner beaucoup plus les pages dans tous les sens que si vous lisez un roman ordinaire, mais en fait, ça va vous faire, des embranchements au niveau de chaque paragraphe pour, pouvoir faire différentes choses. Donc là, c'est entre guillemets, «c'est pas mal» quand, c'est des fois, c'est difficile de rassembler des joueurs pour faire un jeu de rôle quel qu'il soit. Là, l'avantage, c'est qu'il y a pas besoin de réunir des joueurs, c'est si vous voulez passer une petite soirée tranquille à relire un bouquin, là, ça permet d'avoir un bouquin avec, où vous impliquez un peu plus que si c'était un livre que vous lisez, entre guillemets «dans votre coin». Bon, il y a toujours cette notion de jeu de rôle dans le sens où votre personnage va avoir des caractéristiques et à la place des jets de dés, dans la plupart des jeux de rôle, ce qu'ils font, enfin des jeux de rôle, des livres dont vous êtes le héros, en fin de livre, vous avez une table avec des chiffres qui vont de 0 à 9 et en fait, vous pointez, en fermant les yeux, votre doigt dessus. Ça vous donne un chiffre et en gros, les tests vont être résolus comme ça. Vous pouvez tricher évidemment, hein, de toute façon vous êtes tout seul, mais c'est à vous de voir. Pour le coup, c'est à vous de savoir si vous avez envie de la jouer fair play ou de voir la fin de l'histoire. Parce que bon, il y a aussi des combats du coup dans ces jeux et c'est possible de mourir et de devoir recommencer au début, ça peut être un peu frustrant et je le comprendrais tout à fait. Donc voilà, bon, du coup j'ai évoqué quelques variations du jeu de rôle. Il y en a plein d'autres. Là, je vous ai mis 2 exemples en l'occurrence, notamment donc Skyrim, donc la série des The Elder Scrolls qui sont des jeux vidéo dans lequel, un peu à la manière du jeu de rôle, on va pouvoir créer son personnage et on entre guillemets, «on peut faire un peu ce qu'on veut», mais bon, on reste quand même limité par, ce qui a été fait par dans le jeu vidéo et par les créateurs, par les développeurs. Mais bon, d'une certaine manière, quasiment tous les jeux vidéo sont des jeux de rôle, puisqu'on incarne un personnage. Après, il y en a certains qui sont plus orientés, enfin, qui sont plus ressemblants aux jeux de rôle sur table que d'autres. Et un autre exemple que j'ai mis, la HeroQuest, donc c'est un jeu de société, un jeu de plateau. Et donc là, on retrouve un peu plus les premières versions du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu plus à du Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'on a notre plateau avec nos figurines, nos personnages, nos héros, des monstres en face, et on se déplace. En l'occurrence, le HeroQuest, ça se passe dans des donjons. Mais vous allez me dire, Donjons et Dragons, avec un nom pareil, évidemment, ça se passait aussi dans des donjons en général. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui existe, je encore une fois, je peux pas faire le tour de tous les jeux de rôle, hein. Il existe aussi des jeux de rôle un peu plus originaux, dans lesquels, il y a que des maîtres du jeu et un seul joueur. Donc c'est un truc assez particulier, mais en gros, le joueur va choisir quel MJ raconte un morceau de l'histoire et à un moment, il peut changer de MJ. Si par exemple, un MJ commence à raconter quelque chose qui lui plaît pas trop, il passe à un autre et en fait, ça va être au MJ d'essayer de créer quelque chose de cohérent. Et sachant que chacun des MJ va avoir ses objectifs, amener le joueur à faire quelque chose en particulier. On m'en avait parlé, ça a l'air vachement sympa. Donc voilà un petit peu. Donc là, on a parlé donc, bon je vais pas refaire le tour de tout ce qu'on a évoqué, mais bon là on vient de parler du coup des variations du jeu de rôle. Mais le jeu de rôle en général se passe dans différents types, d'univers. Donc le jeu de rôle, en l'occurrence, je me suis basé donc là je vais évoquer les univers populaires. Alors c'est pas forcément ceux qui existent le plus en termes de JDR, puisqu'il existe tellement de JDR qu'au final, j'ai pas réussi forcément à trouver des stats pour savoir il y en a combien de pourcents qui sont de tel type, combien de pourcents qui sont de tel type. Par contre, je me suis renseigné au niveau d'une plateforme de jeux de société pour voir ceux qui étaient le plus, joués en général. Et en l'occurrence, en tête de liste, j'ai envie de dire presque sans surprise, on retrouve l'Heroic Fantasy. Dire que donc tout ce qui est, Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons et ainsi de suite, Game of Thrones pour ceux qui connaissent évidemment. Tous ces thèmes-là, donc Heroic Fantasy, ça se passe au Moyen Âge. Il y a des créatures fantastiques, des dragons, des elfes, des orques et il y a, de la magie et avec ça, on a un univers. Après, donc il existe des jeux comme Donjons et Dragons, où les joueurs vont incarner des troupes d'aventuriers qui vont se balader dans des donjons, vivre des aventures et cetera. Mais donc c'est ce qu'on retrouve majoritairement, hein, faut être honnête, Donjons et Dragons est l'un des jeux de rôle les plus joués, en règle générale, sachant qu'il est extrêmement populaire aux États-Unis et qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de monde. Donc forcément, ça augmente le nombre de personnes qui y jouent. Et à côté de ça, on a d'autres jeux de rôle un peu plus originaux, comme par exemple Nightcrawler que j'ai mis ici, dans lequel les joueurs interprètent une troupe de voleurs. Toujours dans un monde médiéval fantastique, mais
on joue des voleurs. C'est-à-dire que, bah, pour une fois, on arrête d'être l'aventurier sans peur et sans reproche et on va aller voler, aux riches pour donner aux pauvres ou pas forcément. Donc voilà, donc ça c'est 2 exemples. Après on va passer sur un autre type d'univers qui est assez populaire, la, science-fiction. Donc bien sûr, on retrouve, le très célèbre jeu de rôle, de la Guerre des Étoiles de Star Wars. Donc qui a été créé, alors je sais j'ai plus exactement la date de parution, mais il est paru 1 ou 2 ans après le 1er film, hein, parce que forcément, bah, comme je vous ai dit, il y a eu Travelers à l'époque de la sortie du film et bah, très vite, il y a des gens qui se sont dit: «Bah, ce serait bien de faire la même chose, mais avec Star Wars. C'est populaire, c'est bien». Et donc du coup, il y a un jeu de rôle qui a été créé sur Star Wars. Dans le même un peu le même style, mais en beaucoup moins connu, on retrouve par exemple un deuxième que j'ai mis, Meta Adventures, dans lequel les joueurs, interprètent des pirates de l'espace. C'est un jeu de rôle que j'affectionne tout particulièrement, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais bon, il y a un jeu de rôle pour jouer des Jedi, pourquoi pas un jeu de rôle pour jouer Albator, tout simplement. Ensuite, dans les autres genres populaires, surtout en l'occurrence en Europe qui est assez populaire, il y a le style du jeu de rôle horrifique. Donc là, bah, j'en ai mis qu'un parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a quasiment qu'un seul. C'est-à-dire que le principal, c'est Call of Cthulhu. Qui est devenu, enfin qui a subsisté depuis sa parution jusqu'à aujourd'hui et qui est encore aujourd'hui très populaire. Et donc du coup, bah, dans ce jeu de rôle, on va incarner, en général ça se passe dans les années, enfin début, 20e siècle, comme les livres de bah, dont c'est inspiré, c'est-à-dire, les livres de Lovecraft, qui se passent un peu dans les mêmes époques. Et bah, on va jouer une groupe de personnes, bah, en général, c'est des personnes assez communes, mais qui vont devenir des enquêteurs, en général malgré eux, sur des événements surnaturels, toujours assez, flippants. Et donc du coup, il y a une notion qui est apportée dans ces jeux de rôle qui est assez important, qui est, la santé mentale. Et donc la santé mentale, en fait, c'est ça va représenter un peu le degré de folie de votre personnage. C'est-à-dire qu'au début, il est sain d'esprit et en général, en fin de scénario, votre personnage commence à débloquer un peu. Et c'est d'une certaine manière le but du jeu de rôle, de ce jeu de rôle-là en particulier. Donc voilà pour ce type. Ensuite, un autre type assez connu, ou enfin assez connu, assez populaire, qui reste, qui subsiste, c'est bon, ce que j'ai appelé, le fantastique contemporain parce que j'ai pas réussi à trouver d'autres mots. Mais en gros, c'est vous prenez notre monde et bah, vous rajoutez, quelques créatures magiques, ainsi que, quelques comment? Quelques notions de surnaturel et vous obtenez, bah, par exemple les 2 que j'ai mis ici, c'est-à-dire Vampire la Mascarade ou Mage l'Ascension. Ces 2 jeux de rôle et la plupart qui sont dans cette catégorie sont, d'une série qui s'appelle World of Darkness, qui est une série de jeux de rôle bah, où tout cela se passe. C'est-à-dire que dans cet univers-là, bah, il y a des vampires, il y a des mages, il y a également des loups-garous et plein d'autres entités, que je ne pourrais lister en entier. Et donc les joueurs incarnent, bah, soit ici des vampires, soit des mages, soit des loups-garous et ainsi de suite. Et bah, le but, la plupart des membres de ces groupes-là, c'est de quand même de rester assez discret, tout en essayant de prendre du pouvoir. Donc voilà un petit peu pour ce thème-ci, mais comme je l'ai dit, il en existe plein d'autres. Donc là, je vous ai mis 4 exemples que je vais vous évoquer, rapidement. On retrouve notamment, bah, les Lames du Cardinal. Alors je l'ai mis là parce que j'adore l'œuvre d'origine, tout simplement. Donc les Lames du Cardinal, qui est un jeu de rôle, inspiré d'un livre dans lequel on retrouve, le XVIIe siècle, mais avec des dragons, qui prennent forme humaine et qui s'infiltrent un peu, parmi les humains. Donc en fait, on d'une certaine manière, c'est un peu comme de l'heroic fantasy, mais à la place de se passer au Moyen Âge, ça se passe au XVIIe siècle. Donc tout un esprit de capet et d'épée qu'on retrouve dans le jeu de rôle et c'est de la une petite particularité que ce jeu de rôle a et que je trouve assez original, c'est qu'il ne se joue pas avec des dés, mais avec des cartes. Donc c'est-à-dire que tous les jets ne sont pas résolus par des jets de dés, mais des tirages de cartes. On a également In Nomine Satanis, qui est un jeu où les joueurs jouent soit des anges, soit des démons, toujours dans notre monde à nous et bon, c'est un jeu de rôle un peu loufoque, hein, dans lequel, il va y avoir des objectifs un peu débiles, mais forcément, hein, il y a les anges et les démons qui se foutent sur la tronche et bah, au détriment forcément des humains. Toujours dans l'esprit un peu débile, on retrouve, Nains et Jardins, dans lequel les joueurs vont interpréter des nains de jardin. Heu
et leur objectif sera tout simplement de protéger, la biodiversité. Donc c'est un jeu de rôle 100 écolo, excusez-moi, heu, dans lequel effectivement les joueurs incarnent des nains de jardin. Pareil, tout à fait loufoque. Et un quatrième exemple que j'ai mis, qui est Shan Renaissance, qui est un jeu de rôle qui allie à la fois la science-fiction et le médiéval fantastique. C'est-à-dire que c'est une planète, qui à la base, on avait beaucoup, tout ce qui est magie et cetera, et il y a les humains qui sont débarqués, avec toute leur technologie, et donc du coup, en fait, dans ce monde-là, on retrouve un savant mélange des 2 qui, je trouve, est assez dépaysant parce que c'est très difficile au début de se dire: «Alors mon personnage, il a une épée et il sait faire des flammes avec ses doigts, mais il peut passer aussi un coup de téléphone». C'est très dur de se mettre dans cet état d'esprit, mais une fois qu'on est un peu dedans, ça reste quelque chose d'assez original et c'est très intéressant. Encore une fois, ce ne sont que des exemples, il y en a encore bien plus. Il y a des jeux de rôle qui se passent, au western, il y a enfin en mode thème western, pardon. Il y en a qui se basent, enfin je la liste serait trop longue, mais bon globalement il y a des trucs vachement intéressants et tous plus originaux les uns que les autres. Donc voilà. Ensuite, on va encore passer à un autre point qui me tient à cœur d'une certaine manière, c'est que le jeu de rôle, c'est un jeu certes, mais pas que. Dans le sens où, certes, c'est un élément de divertissement, ça on ne peut pas le nier, c'est un fait. Mais, c'est à mon sens quelque chose qui permet de se développer aussi personnellement sur, notamment un point qui est le social. C'est-à-dire que, enfin moi, pour le coup, cette partie-là, c'est plus quelque chose d'un peu plus personnel, j'ai envie de dire, mais je pense que d'autres personnes partagent mon point de vue. Mais, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui a une grande dimension du social. C'est-à-dire que, ben, c'est quand même un jeu qui se joue avec d'autres personnes et avec lesquelles, en général, on s'entend bien évidemment, mais avec lesquelles on va pouvoir partager des choses, on va pouvoir, s'amuser et cetera. Et ajouter à ça la notion de, bah, pour quelqu'un qui peut être un peu timide, bah, ça permet de se débloquer. Parce que bon, quand, par exemple, on joue à un jeu vidéo, qu'on est face à son écran, il y a l'autre qui est, soit à l'autre bout de la planète, soit, à l'autre bout de la pièce, mais toujours sur son écran, il y a moins d'interaction sociale. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue-là. Ça permet un petit peu de se débloquer, de pouvoir jouer avec des gens, de s'amuser et un peu plus de prendre le pas, heu, avec les autres. Un autre point également, alors celui-là, ça dépend des jeux de rôle, ça dépend des maîtres du jeu, mais les jeux de rôle peuvent également apporter, certaines réflexions. Dans le sens, si on reprend par exemple le jeu de rôle, Shan dont je parlais il y a pas longtemps, dans ce jeu de rôle-là, les humains quand ils sont débarqués sur la planète, bah, forcément ils ont essayé de tout coloniser et ça s'est retourné contre eux. Ce qui fait qu'il y a une certaine discrimination envers les humains et en fait, je trouve que dans ce jeu de rôle-là, si le MJ, veut mener sa barque comme ça, il peut amener les joueurs à se questionner un petit peu sur toutes les questions de discrimination et cetera et bah, avec, une sorte de morale qui peut se retrouver derrière. Par exemple, si, l'un des joueurs joue un humain, bah, par exemple, il peut être mal vu par les autres joueurs, mais en faisant de bonnes actions et cetera, les autres joueurs peuvent se rendre compte que finalement, bah, les humains sont pas si mauvais que ça et ainsi de suite. Donc il y a quand même une certaine, moralité qui ressort de ce genre de jeu, qui peut être intéressante. Bon après encore une fois, c'est si le maître du jeu veut l'amener, hein, c'est pas quelque chose d'obligatoire, ça peut rester un amusement mais c'est quelque chose qui existe. Il y a aussi, d'autres jeux de rôle qui sont plus basés sur ça. Par exemple, Vademecum qui est bon celui-là, ça va être difficile de l'évoquer sans spoiler quoi que ce soit parce qu'il est assez complexe. Mais, il y a toute une notion d'une certaine manière de souffrance partagée et cetera qui est amenée dans le jeu, qui est assez intéressante, bah, en termes de réflexion. Et pour finir, un dernier point que je trouve aussi intéressant, c'est, le développement, de l'improvisation. Comme j'ai dit, le jeu de rôle, c'est aussi du théâtre d'improvisation et c'est vrai que pour des gens qui ont parfois un petit peu de mal de ce point de vue-là, ça peut être aussi l'occasion de travailler tout ça et d'essayer de développer ce point-là, de pouvoir un petit peu discuter avec d'autres joueurs et bah, de pouvoir, interpréter leurs personnages et improviser des situations.
en tant que maître du jeu, l'improvisation peut être encore plus la clé du succès, j'ai envie de dire. Dans le sens où, effectivement, on peut avoir son scénario qui est tout prêt, on va essayer de faire son histoire et cetera. Mais là, il y a un joueur qui décide de se barrer à la taverne, sauf que la taverne, c'était pas prévu. Du coup, va falloir improviser cette taverne, improviser le tavernier, improviser les clients et la serveuse et ainsi de suite. Ça arrive même très souvent et donc du coup, c'est tout un exercice que personnellement je trouve très intéressant. Donc voilà un petit peu pour les apports du jeu de rôle et je vais dédier on va dire ce dernier point, à ceux qui voudraient éventuellement se lancer, mais qui ne s'y connaissent pas plus que ça. C'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est bien beau, mais si on connaît pas, ça peut être un peu compliqué. Pour ça, le premier point que j'aborderai, ce sont les kits d'initiation. C'est-à-dire que, de plus en plus, les créateurs de jeux de rôle ont eu tendance à développer des petits packs d'initiation dans lequel on retrouve, les règles du jeu, parfois un peu simplifiées pour permettre l'apprentissage. On retrouve un scénario qui va être tout fait, que les joueurs vont pouvoir jouer, sans trop de prise de tête. En général, il va y avoir des personnages qui seront préconstruits pour éviter d'avoir toute la partie création de personnages. Il y a des dés qui sont fournis, il y a un plateau avec des figurines qui sont fournies, comme l'exemple que je vous ai mis à l'écran. Donc sachant que Pathfinder, c'est un dérivé de Donjons& et Dragons. Pour vous montrer à quel point ce truc est absolument partout. Donc voilà, après c'est des choses qui existent. Là, je vous en ai mis un exemple, mais il en existe un bon paquet et donc du coup, c'est l'occasion aussi de pouvoir découvrir, et d'initier éventuellement d'autres personnes, dans la foulée. Autre conseil que je donnerais, éventuellement, c'est trouver des joueurs d'autres joueurs. Bon, j'avoue, c'est un conseil à la con, mais d'une certaine manière, ce sera beaucoup plus simple pour vous, de vous intégrer dans l'univers du jeu de rôle s'il y a quelqu'un pour vous guider, et afin de vous lancer dedans. Parce que pour des non-initiés, des fois, ça peut être un peu compliqué et ça, je le comprends parfaitement. C'est comme si, vous décidez de jouer au Monopoly, mais personne ne connaît les règles. Il en faut forcément un ou plusieurs qui vont devoir se coltiner toutes les règles, apprendre comment ça fonctionne et cetera. Sauf que le jeu de rôle a quand même une particularité d'avoir, toute cette notion d'interprétation du personnage que j'ai évoqué, le roleplay, qui n'est pas dans des jeux de société classiques. Donc du coup, c'est aussi important, d'avoir des gens pour nous guider, là-dedans et d'ailleurs si jamais, vous avez des questions, on y viendra après, mais si jamais même, dans un mois ou 2 vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et un dernier point, le jeu de rôle en général, tel un jeu de société, on peut y jouer en face à face, on peut, se rassembler et cetera. Mais en cette période merveilleuse qu'est le confinement, c'est pas toujours évident. Mais il existe des plateformes de jeux de rôle pour pouvoir jouer à distance. J'en nommerai une en particulier qui est, on va dire la plus populaire, qui s'appelle Roll20 qui est, une plateforme sur lequel, on va avoir les joueurs peuvent se réunir, se connecter ensemble sur, une partie de jeu de rôle. L'un des joueurs, donc voilà, le maître du jeu va lui avoir préparé, des maps, des petits pions pour les joueurs et cetera et ça va devenir comme un jeu de rôle papier ou sur table, mais en virtuel. Ce qui permet que, comme dit, en cette période merveilleuse qu'est le confinement, vous allez quand même pouvoir jouer avec, d'autres personnes, sans avoir forcément besoin de vous réunir et c'est quelque chose d'assez positif, de mon point de vue et donc du coup, l'avantage de Roll20 pour faire ça, c'est qu'on a la possibilité de lancer des dés et cetera, tout en étant, par exemple, connecté sur Discord pour pouvoir discuter. Faut savoir également qu'il existe des bots de lanceurs de dés sur Discord, donc si vous voulez pas jouer avec Roll20, vous avez quand même la possibilité de lancer des dés sur, sur Discord et ne pas avoir besoin de d'autres supports. Et voilà pour le tour de ce qu'est le jeu de rôle. J'espère ne pas vous avoir ennuyé et ne pas, avoir, pris, toute, votre soirée et donc du coup, j'attends, vos questions.